Mes chers concitoyens, chers amis, j'aimerais tout d'abord vous remercier de votre participation à ce moment virtuel qui est important à mes yeux. Vous souhaitez mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année est un moment qui me tient à cœur, malgré ce contexte de crise sanitaire qui nous oblige encore à ne pas nous rencontrer comme nous le souhaiterions. Mais avant, je souhaiterais revenir sur un fait d'actualité, celui du meurtre de 3 personnes, de 2 agents de Pôle emploi et d'une directrice des ressources humaines ce mardi 26 et jeudi 28 janvier. Je voudrais vous dire à quel point ces meurtres m'ont touché. J'ai tenu ce matin à être présent aux côtés des agents du Pôle emploi à Forbach. Ils se sont réunis pour observer une minute de silence. Il s'agissait d'un moment pour témoigner aux victimes et à leurs familles de notre compassion et aussi condamner ces meurtres, mais également la violence dont sont régulièrement victimes les agents du service public. Je veux souligner la mission difficile qu'ils exercent chacun, au service de chacun d'entre nous. Je crois que ces événements doivent nous interroger sur l'évolution de notre société, sur les tensions qui s'accentuent, et tout particulièrement dans la crise que nous traversons. Je veux néanmoins rappeler que les agents du service public sont à notre service, et qu'ils agissent du mieux qu'ils peuvent, avec professionnalisme, bienveillance. Ils ne méritent pas d'être les cibles des frustrations, des mécontentements et parfois du désespoir que tout un chacun peut ressentir à certains moments de sa vie. Pour en revenir à nos vœux, comme vous le savez, nos conditions de vie restent difficiles et nous continuons tous à nous adapter quotidiennement. La pandémie est toujours là. Elle a déjà fait plus de 75 000 victimes et a laissé au moins tout autant de familles meurtries. Cette pandémie a exigé et continue d'exiger de nous une mobilisation sans précédent. La pandémie a réquisitionné tous les professionnels de santé. Ils ont répondu présents. D'autres personnes, les caissières, les commerçants, certains restaurateurs, les agents des collectivités territoriales et tant d'autres ont également fait acte de dévouement et de courage durant cette période. Nous leur devons à chacun une reconnaissance sincère, durable et non passagère. S'agissant des professionnels de santé, je considère qu'à travers le Ségur de la santé, l'État s'est remis en question pour tenter d'apporter plus de reconnaissance à toutes les femmes et à tous les hommes engagés au service de la santé. Mais il reste encore beaucoup à faire pour nous assurer que l'ensemble des personnels puissent bénéficier de ces mesures et qu'une réflexion concrète puisse amener à des actes concrets s'agissant des moyens mis à la disposition de notre système de santé, personnel, organisation de l'offre de soins, équilibre territorial, autant de sujets sur lesquels je vous assure de ma vigilance tout autant que de ma combativité. En matière de santé, comme dans tant d'autres domaines, je souhaite que nous arrêtions avec la politique du chiffre. Certes, le service public doit être efficient, mais n'oublions pas qu'il est avant tout composé de femmes et d'hommes, de volonté, de sensibilité au service des citoyens, c'est-à-dire de chacun d'entre nous. La pandémie a provoqué de nombreuses difficultés économiques et vous êtes nombreux à en souffrir. Je vous assure de toute ma compassion. Avec le soutien des parlementaires, l'État a mis en place de nombreuses aides pour préserver au maximum les entreprises et les emplois. Je pense, pour exemple, au Fonds de solidarité pour les entreprises, les indépendants et les entrepreneurs, aux aides à prise en charge des loyers et également à la mise en place du plan Un jeune, une solution pour aider les jeunes récemment arrivés sur le marché de l'emploi et ceux en activité ou en formation. Ces aides ne sont probablement pas suffisantes et nous essayons au mieux d'ajuster les choses lorsque cela est possible. Avec mes attachés parlementaires, nous restons particulièrement à votre écoute pour faire remonter vos besoins et vous orienter vers les bons interlocuteurs. Mais je pense aussi au plan de relance européen, Next Generation EU, dont la France et l'Allemagne sont à l'origine. Il est aussi d'une importance capitale pour amorcer la transformation de notre continent. Ce plan de 750 milliards d'euros veut faire en sorte que la reprise soit durable, homogène, inclusive et équitable. 40 millions d'euros seront consacrés à la France. De plus, cette pandémie a également fragilisé l'humain dans son ensemble. Toutes les dimensions de l'humain ont été touchées par ce virus. L'État a pris des mesures pour protéger la santé des plus vulnérables
Et je veux également saluer le travail des nombreux bénévoles et des actes de solidarité en général. Ces souffrances rencontrées, différentes pour chacun, doivent aussi nous interroger sur les mesures à prendre contre le virus. S'il est question de protéger la vie dans ses fonctions biologiques, n'oublions pas qu'il existe d'autres dimensions qui font notre vie. Je pense au bien-être de l'individu qui dépend de beaucoup d'autres choses comme ses interactions sociales, ses libertés, son bien-être au travail. Dans le futur, il faudra probablement que nous apprenions à vivre avec ce virus. Plus que jamais, cette crise nous a aussi fait prendre toute la mesure de la particularité de notre territoire frontalier. Depuis mars 2020, nous avons beaucoup été à l'œuvre s'agissant de la coopération franco-allemande et transfrontalière. Si les frontières physiques n'existent plus, chacun de nous a vécu les difficultés d'harmonisation des règles dans notre bassin de vie. Un territoire où l'on vit tous ensemble et où l'on se déplace quotidiennement. Ma présidence du bureau de l'Assemblée parlementaire franco-allemande m'a permis à plusieurs reprises de faire reconnaître notre spécificité au gouvernement tant français qu'allemand. Pour autant, la lutte ne fait que commencer. D'une part, parce que la crise sanitaire n'est pas terminée, mais aussi parce qu'il nous faudra aller beaucoup plus loin dans cette reconnaissance. J'en appelle notamment à une véritable réflexion sur une organisation sanitaire transfrontalière. Mais ce soir, je voudrais vous faire part de deux constats incontournables. Jamais, jamais, depuis la Seconde Guerre mondiale, ni en France, ni en Europe, nous n'avons mobilisé autant de moyens au service de nos entreprises, des emplois et de nos concitoyens en difficulté. Que les esprits chagrins et populistes continuent de critiquer. Et il y a des choses critiquables, certes, mais je vous demande de prendre pleinement conscience des efforts consentis. Le gouvernement, tout autant que l'Union européenne, se sont engagés à ce que la facture ne soit pas payée par une hausse des impôts. Et cet engagement peut encore être tenu pour un temps. Mais cela signifie aussi que nous ne pourrons pas laisser notre économie sous perfusion encore longtemps. De plus, la campagne de vaccination est source d'espoir, notamment en protégeant les plus fragiles, mais cela signifie également qu'il faudra apprendre à combattre le virus. Cela m'amène à parler de la crise sanitaire et d'autres préoccupations. En 2021, en tant que parlementaire, de nombreux sujets appellent toute ma vigilance et sans vouloir être exhaustif, en voici quelques-uns. Tout d'abord, sur la loi dite de sécurité globale. L'évolution du contexte sécuritaire, notamment lié au terrorisme, mais également aux mouvements violents, nous amène à réfléchir sur la manière d'améliorer la sécurité de nos concitoyens. Pour répondre à cette finalité, deux axes ont été étudiés. Renforcer la protection de nos forces de l'ordre et améliorer la coopération entre les différentes forces de sécurité. La police nationale, la gendarmerie, la police municipale, les sécurités privées. Ensuite, sur la loi visant à renforcer les principes républicains. À travers cette loi, nous souhaitons donner davantage de moyens à l'État pour lutter contre la haine et la radicalisation de toute nature, et tout particulièrement sur Internet. Cette loi n'est ni pour ni contre les religions. Elle a vocation à adapter notre arsenal juridique pour faire face à l'évolution du contexte sécuritaire. Entre autres, donner à l'État les moyens nécessaires pour éteindre toute velléité politique de la part d'une communauté religieuse ou d'une autre. Il s'agit là de préserver un principe cher à notre République, celui de la laïcité. La loi permettra également de renforcer le contrôle du financement du culte. Je profite également de ce moment pour vous réaffirmer mon attachement profond au droit local et au concordat. Sachez que j'ai obtenu les garanties du gouvernement qu'il ne sera pas touché aux spécificités locales. Je veux également réaffirmer mon attachement à la laïcité, à savoir à la liberté de croire ou ne pas croire, mais aussi que l'exercice de sa foi doit rester un exercice personnel, intime, et jamais une cause politique. À l'aune de cette nouvelle année, je me réjouis également du lancement des travaux parlementaires d'intégrer dans l'article 1er de notre Constitution la préservation de notre environnement et la lutte contre le dérèglement climatique. À ma demande, j'ai été nommé rapporteur pour avis au sein de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. C'est un grand honneur. Pour moi, il s'agit d'une avancée majeure
puisqu'elle permettra de contrôler la compatibilité de toutes nos lois futures à ce principe à valeur constitutionnelle. Ainsi, le législateur et le gouvernement ne pourront plus jamais prendre de décisions contraires à ces principes. Le député représente, à mes yeux, tout autant la nation que sa circonscription électorale. En 2021, de nombreux sujets locaux ne manqueront pas de mobiliser avec mon équipe. Notre circonscription bénéficie d'un accompagnement historique de l'État pour lui permettre de lutter contre les inégalités territoriales et regagner en attractivité. Je pense au plan de renouvellement urbain en rue, à Forbach, à Beren, au plan Petite Ville de demain, à Farébersviller, à Frémin-Merlebach, à Action Cœur de Ville à Forbach, ou encore à Territoire d'Industrie. Les autres collectivités ne seront pas sans reste. Afin d'accélérer la relance, l'État a mis en place de nombreux financements complémentaires qui peuvent leur bénéficier, notamment sur la thématique de la transition écologique. Je voudrais encore vous rappeler qu'il existe aussi des dispositifs pour les particuliers. Je pense notamment à ma prime Rénov', dont j'avais demandé à ce qu'elle puisse être ouverte à l'ensemble des ménages, mais aussi à la reconduction des primes à l'automobile. Dans un autre domaine, le traité d'Aix-la-Chapelle de 2019, qui réactualise les relations franco-allemandes, a donné une reconnaissance toute particulière aux eurodistricts, et notamment à notre eurodistrict. La future loi 3D sur la décentralisation, la différenciation et la déconcentration, et l'on pourrait rajouter un quatrième D sur la décomplexification, pourra être l'occasion de faire évoluer les compétences locales en matière de coopération transfrontalière. C'est en tout cas le pari que nous faisons. Notre Eurodistrict, et j'en salue le président Gilles Verchu, pourrait y voir de belles opportunités, notamment en matière de coopération sanitaire ou en matière de mobilité. Dans le cadre de la loi climat et résilience, le gouvernement entend passer un article lui permettant de légiférer par ordonnance pour réformer le code minier, autre sujet important chez nous. Les ordonnances traiteront des concessions futures, tout autant que des règles de provision pour la réhabilitation des sites après exploitation ou du système d'indemnisation en cas de dommages portés aux particuliers, aux collectivités ou à l'environnement. Si le sujet n'a pas de conséquences immédiates pour nous, il faudra que nous restions vigilants quant à leur impact sur notre territoire. Et je pense notamment au projet de concession Bleu-Lorraine sur le gaz de couche. Dans la continuité du dossier du code minier, nous avons à gérer la problématique de la remontée des nappes que je considère être très largement la conséquence de l'arrêt de l'exploitation minière. Alors que les collectivités sont toujours en procès contre l'État, une étude à la commande de la ministre de la Transition écologique est en cours de finalisation pour déterminer la nature du problème et les moyens à mettre en œuvre pour gérer ce phénomène. J'ai bon espoir qu'elle puisse apporter des réponses positives pour nos collectivités. Il faut toutefois, et très rapidement, que nous nous interrogions sur l'étape d'après, c'est-à-dire sur ce que nous ferons de l'eau pompée et rejetée dans nos rivières. Pour ma part, j'appelle le SCOT du Val-de-Rossel, dont je salue le président Jean-Bernard Martin, les intercommunalités et les communes concernées à réfléchir ensemble sur une politique territoriale de l'eau. Nous pourrions y trouver beaucoup de débouchés. Agriculture urbaine, maraîchage, tourisme et loisirs, industrie, hydrogène, une vision commune, un plan d'action commun. Autant d'éléments nécessaires pour solliciter les différents concours de l'État et des collectivités, tout autant que pour s'inscrire dans les différents appels à projets français et européens. Autre sujet de progrès et d'évolution, l'intelligence artificielle et l'innovation de rupture sont source d'avenir pour notre territoire. Le 20 mai prochain se tiendra à Forbach la première édition d'un forum de l'intelligence artificielle et de l'innovation de rupture franco-allemand. Son objectif est de mettre en synergie l'ensemble de nos compétences afin de permettre l'émergence de nouveaux projets. Je remercie Jean-Claude Hehn, président de la communauté d'agglomération de Forbach Porte de France, pour son soutien indéfectible, ainsi que l'ensemble des partenaires, avec notamment le ministère de l'Intérieur et la ville de Forbach. Enfin, la Moselle-Est, terre du charbon noir, a l'opportunité de devenir pleinement une terre de transition écologique et énergétique verte. Je salue les différentes initiatives territoriales en matière de transport,
comme les bus au gaz naturel vert, par exemple, le chauffage urbain, ou encore la lutte contre l'utilisation des pesticides. Nous avons l'opportunité de nous lancer dans un vaste projet hydrogène qui peut aboutir à la naissance d'une vallée européenne de l'hydrogène, intégrant pleinement la Moselle-Est et la Sarre. Ce projet trouve une amorce dans le projet de développement du Var naborien, dont fait partie la communauté de communes de Frémin-Merlebach et dont je salue le président Pierre Lang. Il me semble absolument essentiel que toutes les collectivités de Moselle-Est se concertent et fassent front commun. Je ne veux pas m'étendre davantage, mais je tenais à tracer ces quelques perspectives pour vous montrer que notre circonscription ne manque pas d'opportunités. Si les temps que nous traversons sont difficiles, nous devons garder la foi et travailler en complémentarité dans l'intérêt de notre territoire et de nos concitoyens. Enfin, j'aimerais tout simplement vous souhaiter une belle et heureuse année. Je vous adresse mes meilleurs vœux de santé, de réussite et d'épanouissement. Ensemble, gardons notre enthousiasme et nos rêves afin de rester nous-mêmes les acteurs de notre destin commun. Je vous dis à très bientôt. Glück auf!